Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne historique. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que tout s'est bien passé pour vous. Moi, ça a été, je suis allée à la montagne, je me suis régalée, je me suis bien amusée dans la neige, roulée dans la neige. Voilà. Et me revoilà revenue parmi vous. Je vais vous lire la suite de Victor Hugo et s'il n'en restait qu'un. Aujourd'hui, je vais vous lire La liberté de l'art. Vous êtes prêts? Je commence. Pour le jeune poète royaliste, comblé par sa vie familiale, l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Victor Hugo devient le chef de file de la nouvelle littérature réunie autour de Charles Nodier. En 1827, alors que s'amorce un tournant dans son évolution politique, la préface de Cromwell, manifeste éclatant du théâtre romantique, va lui conférer une immense autorité. Vous avez 22 ans, une bonne santé, charmante, une belle âme et un génie. Écrivez, mais surtout chantez. Qu'on a été nourri de l'ambroisie des vers, le vil pain de la prose ne suffit plus à l'esprit, écrit Lamartine le 8 juin 1823. Par économie, les jeunes mariés s'installent chez les Fouché, à l'hôtel des conseils de guerre. Leur bonheur est toutefois assombri par l'aggravation de l'état mental du jeune Hugo que l'on doit interner. Au début de 1823, Anne d'Island paraît en 4 volumes. Son nom d'auteur, cette composition singulière est, dit-on, le premier ouvrage en prose d'un jeune homme connu déjà par de brillants succès poétiques, annonce le réveil. Empreint d'une atmosphère fantastique, l'ouvrage suscite le 28 juin 1823 ce jugement de Lamartine. Je le trouve aussi trop terrible. Adoucissez votre palette. L'imagination, comme la lyre, doit caresser l'esprit. Vous frappez trop fort. Je vous dis ce mot pour l'avenir. Une pension annuelle de 2000 francs est en outre attribuée en juin à Victor Hugo par le ministère de l'Intérieur, alors responsable de ces gratifications, tandis qu'une deuxième édition de Anne d'Island lui rapporte quelques argents. En juillet, naît un fils, prénommé Léopold, comme son grand-père et parrain. Mais l'enfant meurt âgé de 3 mois à peine. Sa disparition inspire à Victor Hugo à l'ombre d'un enfant. La brève existence de la muse française. Fondée par Victor Hugo, Alexandre Soumet, Alexandre Guiraud, Émile Deschamps, Adolphe de Saint-Valery et Alfred de Vigny. La muse française fait paraître son premier numéro en juillet 1823. Cette revue littéraire devient très vite un organe du romantisme naissant. Victor Hugo n'y publie que 5 articles et 2 odes. Un an après sa création, la démission de Soumet, Deschamps et Guiraud, qui trouvent les choix trop romantiques, porte à la revue un coup fatal. La querelle des classiques et des romantiques commençait à agiter les esprits. En mars 1824 étaient parues les nouvelles odes composées de 28 pièces, la plupart écrites en 1823, plusieurs inspirées par Adèle. Le jeune poète de 22 ans répond avec fermeté aux critiques dans le journal des débats. Dans la préface de son ouvrage,
Il s'était pourtant défendu de se rattacher au genre romantique. En littérature, comme en toute chose, il n'y a que le bon et le mauvais, le beau et le difforme, le vrai et le faux. Le poète doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin. Plus à l'aise, le couple s'installe en juin 1824 au 90 rue de Vaugirard, dans un appartement au loyer annuel de 625 francs, où Léopoldine naît le 28 août. Nous avons vu le sacre, mon Adèle. La mort de Louis XVIII, le 16 septembre 1824, avait inspiré une ode à Victor Hugo. En avril 1825, par faveur de Charles X, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur, en même temps que Lamartine, et invité à Reims au sacrement du roi. Promotion éclatante pour un jeune homme de 23 ans, accompagné de Charles Nodier, historiographe du sacre, du peintre Jean Allot et d'Alphonse de Cailleux. Il arrive le 26 mai à Reims. Son admiration sans borne pour l'architecture gothique annonce ses prises de position sur la sauvegarde des monuments anciens. Nodier lui fait découvrir Shakespeare, dont l'influence sera considérée dans la définition des lois nouvelles du théâtre romantique. Hugo s'est engagé à écrire une ode et se voit devenir le chantre officiel de la royauté, qui a sa totale adhésion. La responsabilité qui pèse sur moi en ce moment est immense. Elle m'effraie. Le roi n'est content de rien de ce qui a apparu et a demandé si j'étais à Reims, confie-t-il à son père le 30 mai 1825, alors que le chant du sacre de Lamartine, absent de Reims, n'a pas eu l'approbation du souverain. Son sacre de Charles X, paru en juin, remporte un vif succès. Le roi le reçoit en audience, souscrit 200 exemplaires de l'ode et la fait réimprimer par l'imprimerie royale à la vallée de Chamonix. Nodier doit écrire le texte, Hugo 4 odes, Heguet fait les illustrations. Mais la faillite de Canel empêchera le projet d'aboutir. À son retour, Victor Hugo affirme pour la première fois ses idées sur la sauvegarde du patrimoine dans un texte intitulé « Sur la destruction des monuments français en France ». L'année suivante, la version définitive de Hugues Jargal est publiée, son nom d'auteur. Les odes et ballades lui valent 2 articles de Sainte-Beuve dans le Globe. C'est le début d'une amitié. Choisissez de ce qui est beau de convention ou de ce qui est beau sans les règles, d'une littérature artificielle ou d'une poésie originale. Le poète ne doit avoir qu'un modèle, la nature, qu'un guide, la vérité. Il ne doit pas écrire avec ce qui a été écrit, mais avec son âme et avec son cœur, dit la préface. Vigny applaudit. J'ai dévoré vos ballades, cher ami. Je les lis, je les chante, je l'écris à tout le monde, car j'en suis ravi. Après le sublime qui se rencontre si souvent dans vos odes, quel repos enchanteur en entrant dans ce pays magique. Le 3 novembre 1826 naît un fils. Il portera le nom du roi. La préface de Cromwell. Victor Hugo adore et déjà écrit en 2 mois et demi 4 actes de Cromwell, long drame en vers achevé près d'1 an plus tard et complété par sa célèbre préface, manifeste du romantisme naissant.
L'humanité, y explique-t-il, a connu 3 genres littéraires, l'Ode étant primitif, la Bible, l'épopée antique, Homère, et le drame moderne, Shakespeare. Le caractère du drame est le réel. Le réel résulte de la combinaison tout naturelle de 2 types. Le sublime et le grotesque, qui se croient dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création. Car la poésie vraie est dans l'harmonie des contraires. Tout ce qui est dans la nature et dans l'art. Hugo admet l'unité d'action, mais recuse les unités de Dieu et du temps qu'il juge absurdes. Il préconise l'usage du vers, libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche, sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa monotonie d'Alexandra, plus ami de l'enjambement qui l'allonge que de l'inversion qui l'embrouille, fidèle à la rime, cette suprême grâce de notre poésie, fuyant la tirade, se jouant dans le dialogue, refusant tout dogmatisme, il plaide la liberté de l'art contre le despotisme des systèmes, des codes et des règles. Cromwell paraît à la fin de 1827 et la jeunesse accueille ce manifeste avec enthousiasme. L'Ode à la colonne de la place Vendôme marque un tournant politique important. Écrite à la suite d'un incident diplomatique du 24 janvier 1827, qui avait vivement ému l'opinion, l'ambassadeur d'Autriche avait fait refuser à 4 maréchaux d'Empire leurs titres liés à des victoires napoléoniennes. Elle exprime l'admiration du poète pour Napoléon. Rue Notre-Dame-des-Champs. En avril 1827, la famille s'est installée au 11 rue Notre-Dame-des-Champs, dans un appartement plus vaste où se réunira le nouveau cénacle littéraire. En cette année de jeunesse du romantisme, Hugo se trouve promu au rang de chef de la nouvelle école. Sainte-Beuve, les frères Deveria, Louis Boulanger vivent dans son entourage. David d'Angers, Célestin Nanteuil, Gérard de Nerval, Émile Deschamps, Victor Pavie se joignent à eux. Le général Hugo meurt le 29 janvier 1828. En août paraît l'édition définitive des Odes et Ballades. Le 21 octobre, la famille s'agrandit d'un 2e fils, Victor. Les Orientales, publiées en janvier 1829, sont immédiatement rééditées. Elles comprennent des pièces écrites entre 1825 et 1828, liées à certains souvenirs d'enfance en Espagne. Le mois suivant, le dernier jour d'un condamné, réquisitoire contre la peine de mort, prend la forme très originale d'un long monologue écrit à la première personne. Le livre est parodié. Charles Nodier le critique sévèrement. En juillet 1829, rue Notre-Dame-des-Champs, aux côtés de Balzac, de Boulanger, de Delacroix, des frères Deschamps, des Deveria, de Mérimée, de Musset, de Sainte-Beuve, du baron Taylor, de Vigny. Alexandre Dumas écoute Victor Hugo lire un duel sous Richelieu, qui deviendra Marion Delorme, reçu au théâtre français, où Dumas lui-même vient de triompher avec le drame politique, Henri III et sa cour. La pièce est immédiatement interdite par la censure, inquiète d'un possible rapprochement entre Louis XIII et Charles X. Les interventions de Victor Hugo auprès du ministère de l'Intérieur et du roi lui-même restent sans effet.
Avec dignité, le poète refuse que sa pension royale soit augmentée en dédommagement. Hernani écrit avec une rapidité déconcertante, va enfin lui permettre de porter à la scène les idées de la préface de Cromwell. Alors, ça vous a plu mon deuxième chapitre? La liberté de l'art, que c'est magnifique. Vous aurez une suite une prochaine fois. Passez une bonne journée de dimanche et à bientôt. Si je suis en forme, je vous lirai la suite. Au revoir.